Quelles sont les origines et les causes qui mettent fin au démembrement de propriété? Origine du démembrement. L'usufruit est établi soit par la loi ou par la volonté de l'homme. Donc dès lors que c'est la volonté de l'homme, ça va conduire bien sûr à des stratégies patrimoniales. La loi. Eh bien, l'usufruit va naître au moment du décès du conjoint, puisque les droits légaux du conjoint survivant, lorsque les enfants sont tous issus du même lit, sont soit de un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit. 557 du Code civil. Le démembrement volontaire. Il peut être volontaire soit à titre gratuit, donation, succession, ou à titre onéreux, vente, apport, échange, achat bien évidemment. Donc pour les dispositions à titre gratuit, on peut donner la nue propriété ou donner l'usufruit, soit pour une durée temporaire, soit pour un usufruit viager. On peut aussi prendre des dispositions à cause de mort. La donation entre époux, par exemple, un avantage matrimonial en usufruit, un testament de l'usufruit ou de la nue propriété, ou alors le démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. À titre onéreux, vente de l'usufruit ou de la nue propriété d'un bien, apport à société de l'usufruit ou de la nue propriété d'un bien. Là, il faut s'interroger sur les motivations autres que fiscales, évidemment, et l'acquisition, par exemple, de la seule nue propriété, par exemple, et par une personne, et de l'usufruit par une autre. Ça peut être des stratégies très intéressantes, notamment au sein de la famille. Au niveau des conjoints, mariage, donc, soit sans disposition, à ce moment-là, les droits du conjoint peuvent s'exercer sur l'usufruit de la totalité de la succession dès lors que les enfants sont tous issus du même lit. Ou alors, l'usufruit peut naître par une donation entre époux. Par exemple, eh bien, là aussi, l'usufruit de la totalité, comme pour l'usufruit légal, mais ce n'est pas tout à fait le même, notamment, ça peut être intéressant, même, on dit souvent, comme il a le conjoint a droit à l'usufruit, ce n'est pas la peine de faire une donation entre époux. C'est inexact, puisque notamment, lorsque l'usufruit résulte d'une donation entre époux, le conjoint survivant peut cantonner son émolument. Ça veut dire renoncer pour tout ou partie, quelque part, on ne renonce pas à la succession, mais renoncer en partie à ses droits au profit des héritiers du conjoint. Ça peut être intéressant, notamment dans les familles recomposées, ou non d'ailleurs. Sinon, vous voyez bien qu'on retarde, plus on transmet au conjoint, plus on retarde la transmission. Vous voyez, c'est vrai que je ne suis pas très favorable à la donation entre époux, sauf pour des raisons psychologiques, mais vous voyez bien que si on transmet au conjoint, c'est ce qu'on ne transmet pas aux enfants. Ou alors on transmettra aux enfants, mais au second décès. Donc on retarde la transmission, on accroît le coût de la transmission. Alors qu'on peut assurer la protection du conjoint, ce qui est important, c'est la jouissance d'un patrimoine. Ce n'est pas forcément la possession, sauf ceux qui sont fixés sur l'avoir. Mais c'est le bien-être qui compte, ce n'est pas forcément l'avoir. Si je peux jouir de la résidence principale détenue par une société civile qui est détenue majoritairement par les enfants, voilà, je transmets. Et ma protection est encore bien assurée, voire mieux qu'un usufruit. Donc si ça résulte d'une donation entre époux, bien souvent les clauses standards des donations entre époux, trois options. J'invite aussi les professionnels à adapter des clauses en fonction des situations de chaque personne, mais sinon on voit toujours les trois mêmes options, soit la totalité donc en usufruit dont on vient de parler, deuxième option la plus favorable au conjoint, la moins favorable aux enfants puisqu'ils ne reçoivent que de la nue propriété, c'est un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit pour le conjoint survivant,
Ou la troisième option, mais qui ne conduit pas à un démembrement de propriété, c'est la quotité disponible spéciale, la quotité disponible ordinaire, qui dépend du nombre d'enfants. La fin du démembrement, alors le plus souvent, le démembrement prend fin par le décès de l'usufruitier. Ah tiens, vous voyez, c'est réjouissant quand même, hein? Ah tiens, enfin, je deviens plein propriétaire. Ou par l'arrivée au terme, s'il s'agit d'un usufruit temporaire. Mais on a vu que, par nature, l'usufruit est un droit viager. Et de toute façon, il s'éteint au décès de l'usufruitier. Sauf s'il a été conçu réversible au moment du démembrement, auquel cas il s'éteindra, par exemple, si l'usufruit réversible a été consenti au profit du conjoint survivant, il s'éteindra au décès du conjoint survivant. Le démembrement peut prendre fin également par la cession de l'actif démembré. Je rappelle que pour céder un bien démembré, il faut l'accord à la fois de l'usufruitier et du nu propriétaire et de leur entourage, le plus souvent évidemment. Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est le pouvoir d'influence. Plus rarement, le démembrement cesse par la renonciation à l'usufruit, et là, le plus souvent, l'administration fiscale va vouloir taxer. Et on a vu que ce n'est pas forcément taxé, la renonciation à l'usufruit, notamment si c'est pour se libérer de charges trop lourdes, jurisprudence. La conversion de l'usufruit en rente viagère, on l'a vu précédemment, notamment pour le conjoint survivant. Et là, cette conversion est d'ordre public, on ne peut pas empêcher donc, le nu propriétaire de demander cette conversion auprès du juge, ou alors la perte totale du bien démembré. Lorsque un bien démembré, par exemple une résidence prend feu, elle est démembrée, eh bien, ni l'usufruit ni le nu propriétaire n'a l'obligation de reconstruire. Et l'indemnité d'assurance est versée à l'usufruitier. Le déchéance pour abus de jouissance de l'usufruitier, mais ça on le voit très très rarement en jurisprudence, et le non-usage de l'usufruit pendant 30 ans. Aspect juridique du démembrement de propriété et les avantages et les inconvénients du démembrement.